on s'excuse de ce retard parce que le professeur Ben Sahi était retenu à la salle plénière pour une conférence sur l'équité longue. Tout d'abord, le professeur Moustakher m'a chargé de vous présenter ses excuses parce qu'il est coincé entre la Serbie et Paris. Il y a des grèves, mais la relève est là. Donc, c'est avec un grand plaisir d'accueillir le professeur Ben Sahi, qui est professeur de cardiologie à orientation rythmologique à l'université Mohamed VI, à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Et je suis ravi de modérer cet atelier avec elle. Docteur Ben Sahi, c'est une jeune professeure qui est pleine de dynamisme, qui est compétente. Et c'est pas tout. Moi, je la compare toujours à une tige de roseau, simple, droite et remplie de musique. À toi la musique. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Siskedi. Donc j'espère être à la hauteur de tout ce qui a été déclaré à mon sujet. Juste avant, j'aimerais juste faire une petite annonce. Le week-end prochain, dimanche, il va y avoir la première masterclass en rythmologie qui aura lieu à l'hôpital Cheikh Khalifa. Donc vous serez tous les bienvenus. Donc voilà, notre premier quiz, monsieur âgé de 20 ans, qui est technicien en informatique et qui est strictement asymptomatique. Vous faites un tracé 12D dans le cadre d'un check-up usuel et vous tombez sur ça. Est-ce qu'on aura des volontaires pour l'interprétation de ce tracé? Très bien. Donc, rythme sinusal, avant chaque QRS, il y a une onde de P et après chaque onde de P, il y a un complexe QRS. Cette onde de P, pourquoi elle est sinusale? Parce qu'elle est positive en D1, D2 et elle est négative en AVR. Donc ça confirme l'origine sinusale, assez haute, située et à droite. Et effectivement, on voit bien la belle préexcitation sur l'ensemble des QRS. Sachez que ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas tout le temps présent, mais l'absence d'une préexcitation n'exclut pas le diagnostic. Donc là, la particularité, la question qui suit, d'accord, on a un diagnostic, c'est quoi les autres éléments que peuvent m'informer un tracé 12D? 12D, un ECG. Un ECG, il donne le diagnostic positif, il donne autre chose. Alors, très bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas un bloc de branche gauche? Souvent, c'est, je ne vais pas dire une erreur, mais le tracé lui-même, il nous induit en erreur parce que ça donne ce fameux aspect de onde R exclusive, donc sans une petite déflexion primordiale, Q en V6 et en V5. Mais c'est la préexcitation justement qui donne cet aspect. Ce n'est pas un bloc de branche gauche. Pareil, même la ST en V1 et en AVL. C'est secondaire à la préexcitation. Alors, oui, je sais que j'ai une préexcitation, mais aussi, grâce à l'ECG de 12D, je peux la localiser. Est-ce qu'il y a des volontaires pour localiser? Et comment on fait? Allez, on va commencer par la première ligne, mademoiselle. Il faut juste décrire. Hein. Le CG, ce n'est pas sorcier, c'est de la description. Très bien. Donc, il faut regarder la polarité. Ce n'est pas l'onde P, mais plutôt c'est l'onde delta. Et des fois, c'est difficile de voir l'onde delta et on sait de la polarité du complexe QRS. D'accord? Donc, ce n'est pas l'onde P. Très bien. Donc, mais où? C'est quelle dérivation qui nous... D'abord, V1. Toujours. Quand vous avez des tachycardies supraventriculaires, regardez V1 en premier lieu. Ça donne beaucoup de renseignements. Après, les dérivations inférieures en fonction du pattern qu'on recherche. Donc, V1, elle est comment? L'onde delta? Je dirais plutôt négative. Regardez. Elle va plus vers le bas. Après, j'ai la montée parce que c'est la fusion, c'est la dépolarisation ventriculaire. Mais ça vient d'en bas vers le haut. Elle est plutôt négative. Et quand elle est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'origine, elle la fuit. Et donc l'origine, elle est
V1, c'est à droite, elle est à droite. Donc, c'est une voie qu'on sait déjà qu'elle est au niveau de l'anneau droit. Parce que vous le savez bien, les voies accessoires, elles ont une localisation presque pour toutes les voies accessoires purement annulaire. Parce que l'idée, c'est que au moment où il y a la formation du tube cardiaque, qu'est-ce qui se passe? On avait initialement le même myocyte entre oreillette et ventricule, et après, il va y avoir une différenciation. Et c'est sur cette différenciation, il va y avoir l'implantation des anneaux qui sont des tissus fibreux. Pourquoi on a besoin de tissus fibreux? C'est pour complètement isoler l'activité atriale de l'activité ventriculaire, et qu'il n'y ait de connexion entre oreillette et ventricule qu'à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Or, chez certaines personnes, il y a la persistance et l'absence plutôt de dégénérescence de ces connexions qui existaient à la base. Ça donne lieu à des voies accessoires. Donc là, elle est à droite parce qu'on a une fuite de V1. Après, on va regarder l'axe de la voie accessoire sur l'ensemble des autres dérivations périphériques. De D1, VF. Quand j'ai une polarité négative, un petit peu comme dans l'infarctus du myocarde, c'est là où j'ai la négativité, ça veut dire là, la voie, elle naît de cette zone-là. Quand c'est de l'inférieur, c'est assimilé à la zone postérieure, donc ou inféro-postérieure, et donc ça va être une voie qui est inféro-postérieure ou inféro-basale droite. Tout ça, pourquoi? C'est juste pour orienter la prise en charge ultérieure. Quand je vais devoir ablater mon patient, je sais que voilà, j'aurai besoin d'un matériel plus pour ablater à droite que pour ablater à gauche. OK? Donc, vu que mon patient il est strictement asymptomatique, qu'est-ce qui doit me déranger? C'est un jeune quand même. Oui, il n'a jamais fait de syncope, parce que c'est ça ce qui doit nous faire peur. Est-ce qu'il fait des palpitations? On lui pose la question, non plus. Est-ce qu'on s'arrête là? Épreuve d'effort. Qui dit oui, qui dit non? Bon, allez, on va faire un vote. Un bilan biologique. Oui pour tout le monde, mais pas spécifiquement pour la voie accessoire. Un Holter-ECG, pour commencer, oui. Pour rechercher des tachycardies qui passent inaperçues chez le patient. L'épreuve d'effort, avant, oui, mais aujourd'hui, elle n'est plus d'usage parce qu'elle est difficile en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épreuve d'effort, qu'est-ce qu'elle fait? On va entraîner une accélération du patient. Donc à l'état basal, je sais qu'on a une dépolarisation ventriculaire par fusion entre ce qui arrive à travers le nœud auriculo-ventriculaire, donc ça c'est mon oreillette, mon nœud AV, et puis admettons j'ai une voie accessoire qui est latérale gauche. Ok? Donc la dépolarisation sinusale, elle va traverser le nœud AV, mais en fonction de, on parle de niveau de perméabilité, donc en fonction de la perméabilité de la voie accessoire, je vais avoir une onde delta plus ou moins bien apparente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque je ne vois pas d'onde delta chez un patient qui se présente pour des palpitations, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de voie accessoire. C'est juste qu'on ne la voit pas parce qu'elle n'est pas très perméable pour dépolariser en même temps que le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Donc, pour revenir à ma question, c'était pourquoi l'épreuve d'effort? Pourquoi ce n'est plus, c'est difficile d'usage? Parce que je vais devoir faire accélérer mon patient à des fréquences cardiaques très élevées pour voir disparaître la voie accessoire, pour déterminer ce qu'on appelle la période réfractaire de la voie accessoire. Donc cette voie, elle va conduire, parce qu'elle applique ce qu'on appelle la loi de tout air ou rien. Ce n'est pas comme le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire, il a la particularité d'être décrémentiel, c'est-à-dire quand je le bombarde par une tachycardie supraventriculaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir protéger les ventricules. Et comment il fait? Il filtre, mais en ralentissant. D'accord? Et c'est le phénomène de Wenckebach qu'on connaît. Mais il n'existe pas uniquement en bradycardie. Il existe en tachycardie pour protéger les ventricules de cette tachy supraventriculaire. D'accord? Donc là, la voie accessoire, elle a des propriétés complètement différentes. C'est-à-dire, elle va faire passer l'impulsion jusqu'au niveau où elle arrive à sa période réfractaire, elle s'arrête. Quand elle s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Le QRS, il va devenir fin.
puisque la dépolarisation va avoir lieu uniquement par le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, il faut faire courir ce patient jusqu'à des fréquences à 190, 200, 230, 240, ce qui est très difficile. Il faut vraiment se concentrer sur le tracé pour voir ce moment où il va y avoir cette disparition de l'onde delta. Donc, aujourd'hui, les recommandations ont un petit peu délaissé ces techniques et on suggère plus le recours à l'exploration électrophysiologique. Mais même l'exploration électrophysiologique, elle a ses indications en fonction du caractère symptomatique de mon patient. Oui? Pourquoi c'est important de voir la période réfractaire? C'est une très bonne question. Quelqu'un a une réponse? Très bien. Donc, je viens de dire que le nœud AV, il protège. Mais la voie accessoire, non. Ça veut dire quoi? Si j'ai une tachycardie, une FA, allez, au plus simple. La FA, elle peut avoir des fréquences qui vont jusqu'à 300, 400 battements par minute. T'imagines un ventricule droit à 300, 400 battements? C'est l'arrêt cardiaque. Et la voie accessoire, quand elle est très perméable, c'est-à-dire elle a des périodes réfractaires courtes, parce qu'en fait, comment on calcule la période réfractaire? C'est 60 000 divisé par la durée, et pas le nombre de battements par minute pour obtenir la durée en millisecondes. D'accord? Et cette période réfractaire, lorsqu'elle est inférieure à 250 millisecondes, c'est que c'est une voie réfractaire qui est menaçante. Vas-y, divise 60 000 par 250, ça te donne combien? Combien? 240. Ça veut dire que pour une fréquence atriale à 240, tout va passer dans les ventricules. Et là, pareil, c'est l'arrêt cardiaque. D'accord? Donc, c'est important de déterminer la période réfractaire pour voir le niveau de perméabilité de la voie accessoire. Et là, c'est juste le cutoff pour dire qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire que les patients peuvent avoir des périodes réfractaires beaucoup plus courtes et donc faire filtrer des fréquences cardiaques beaucoup plus rapides. D'accord? Donc, quand mon patient il est asymptomatique, je m'intéresse, je fais un Holter de façon automatique pour chercher les faux asymptomatiques, un peu comme partout, rechercher si oui, le patient il fait des accès de tachy supraventriculaire ou pas. Si jamais il n'en fait pas, je m'intéresse à son métier. Si c'est un patient athlète de haut niveau ou il exerce un métier dangereux, pilote de ligne, conducteur de poids lourd, ça risque de mettre en péril la vie de ce patient et les autres. Donc, je dois être encore plus agressive dans mes explorations. Je ne vais pas m'arrêter au simple Holter, je vais devoir faire à ce moment-là l'exploration automatiquement. D'accord? Et dans l'exploration, j'aurai deux ordres de renseignements importants. C'est la période réfractaire dont on a parlé, et puis si le patient il fait de l'AFA. Ce sont deux niveaux deux critères de risque qui doivent imposer à faire une ablation chez cette catégorie de patients, pas chez tout le monde. Si par contre, je sais pas, c'est Ilham qui a sa voie accessoire, ça va quoi, je conduis toute seule, il n'y a pas de problème, j'ai le choix. Si moi je veux aller jusqu'à l'explo, oui, chose que je ferai, parce que franchement, ça ne sert à rien de vivre avec une voie accessoire, je ne sais pas comment les choses évolueront dans le futur. Si je ne veux pas, je peux m'arrêter à un simple traitement médicamenteux. Par contre, si le patient il est symptomatique, là, la recommandation, elle change. D'accord? Il faut aller vers l'exploration, traiter, etc. Bien. On passe au deuxième cas. C'est madame, 72 ans. Ça, c'est son premier tracé. Est-ce que quelqu'un peut faire une interprétation? C'est aussi simple. Je cherche la régularité. Oui, est-ce que c'est régulier? Non. Mais attention, dans l'irrégularité, il faut vraiment que ça soit complètement irrégulier. D'accord? À chaque fois que je vois une reproductibilité d'irrégularité, c'est qu'il y a un rythme derrière et c'est juste le nœud qui, un petit peu, de temps en temps, il ralentit la cadence. D'accord? Donc, dans la FA, c'est une irrégularité complète. Après, je cherche mon nom de P. Est-ce qu'elle est présente?
Personne ne la voit, hein? Non? On est tous d'accord? Peut-être ici, mais ça ne ressemble pas à ça, là non plus. Donc tant que ce n'est pas reproductible, on ne va pas l'inventer, on ne la voit pas. On a le droit de ne pas la voir, d'accord? Donc là, cette mamie de 72 ans, quand elle a de la FA, à votre avis, c'est quoi les précautions à prendre ou les directives à instaurer? Très bien. Pourquoi on cherche l'étiologie de la FA? Parce que tout simplement, la FA, comme elle peut être une maladie, elle peut être un épiphénomène au décours d'une autre maladie ou au décours d'une autre tachycardie supraventriculaire, tout simplement. Sachez que les TSV, à savoir, vous les connaissez, les TSV, TA, flotteur, TSV type voie accessoire, elles sont génératrices de FA. Ça veut dire que le jour où je traiterai ma TSV, la FA, elle va arrêter de décharger. À moins que le patient soit très âgé, qu'il ait de la comorbidité, qu'il a instauré de la fibrose dans les oreillettes, bah à ce moment-là, la FA, elle fait partie carrément de sa maladie. Donc là, effectivement, on regarde est-ce que c'est pas secondaire, est-ce que c'est primitif. On cherche, il faut anticoaguler le patient, hein. On a de la FA, on anticoagule, surtout que la dame, elle a un certain âge, on cherche donc les facteurs d'évaluation de Schädz-Swass. Sauf que nous, on ne l'a pas lâché dans la nature. On a quand même fait un Holter-ECG. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de présenter, enfin plutôt au contraire, elle faisait des crises réitérantes. Donc soit que j'étais face à de la FA paroxystique, soit j'étais face à autre chose. Et j'ai cherché le autre chose. Et ça a donné ça. C'est un deuxième tracé de la même patiente. Très bien, donc ça se régularise. Est-ce qu'on voit les ondes P? Toujours pas. Donc c'est une quoi maintenant? Oui, pratiquement. 150 par minute, ça rappelle quelle fréquence? Plutôt le flotteur, c'est la fréquence du flotteur. Mais est-ce qu'on voit le pattern du flotteur? Non, hein? Pas de danse de si en inférieur et pas d'onde P' en V1. Bon, je ne vois pas le V1, mais il n'y a que l'inférieur, mais il n'y a pas du tout le pattern du flotteur. On a des extrasystoles ventriculaires. Oui, hein? On voit les P rétrogrades, donc c'est des vraies extrasystoles ventriculaires, même si elles sont fines, elles doivent être assez infundibulaires, donc assez hautes. Et du coup, ce qu'on va apprendre aujourd'hui tous ensemble, c'est que à chaque fois que je vois une tachycardie, je vais interpréter de la façon la plus classique possible. Est-ce que c'est une tachy régulière? Oui. Est-ce qu'elle est à QRS fin ou large? Oui. Et est-ce que je vois des ondes P? Non. D'accord? C'est quoi les éventualités face à une tachycardie à QRS fin régulière? Et quand je ne vois pas d'onde P? Premièrement, c'est la jonctionnelle. Hein. Quand je ne vois pas d'onde P, pourquoi je ne la vois pas? C'est parce que la dépolarisation rétrograde de l'oreillette, elle est tellement proche qu'elle n'a pas le temps de s'enregistrer sur le tracé. Donc, première chose qui me vient à l'esprit, quand je ne vois pas d'onde P dans une tachycardie régulière à QRS fin, je pense à la tachycardie par réentrée intranodale. D'accord? Après, les autres diagnostics vont rester. Hein. On est sur un tracé ECG, on ne tranche jamais à 100%. Il y a des manœuvres à instaurer et par la suite, on va pouvoir poser le diagnostic. Tout à fait, je vais vous expliquer ça alors. Si on voit quand même des femmes à cet âge avec les rhines, hein, et surtout les femmes, c'est plus des femmes de cinquantaine, soixantaine, on en voit beaucoup. Hein. C'est l'âge où elles commencent à ne plus accepter la tachy. Parce qu'en fait, oui, ça commence assez jeune, mais voilà, on est un petit peu, surtout dans notre contexte marocain, nos femmes, elles sont résistantes. Hein. On le sait, elles n'aiment pas consulter, elles n'aiment pas se faire traiter. Donc elles acceptent jusqu'au moment où les crises, parce qu'au fur et à mesure, les crises, elles deviennent plus prolongées et plus désagréables. Et c'est là où elles commencent à venir, et c'est en général la cinquantaine, soixantaine, hein, on les voit et on voit des patients. Et ça, c'est une vraie malade. Hein.
72 ans, c'est un cas qu'on a eu chez nous. Donc voilà, je disais par rapport à la dépolarisation. Donc ça, mon nœud sinusal, mon nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, et puis branche gauche, branche droite. La réentrée nodale, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une dualité. C'est la présence d'une voie rapide, qui fait descendre l'influx, et d'une voie lente qui ne fait pas de travail tant que tout va bien. D'accord? La différence, c'est que cette voie lente, elle a une période réfractaire qui est courte. Et la voie rapide, elle a une période réfractaire qui est plutôt longue. D'accord? Du coup, quand je suis en rythme sinusal, l'influx il arrive, il trouve ma voie rapide déjà dépolarisée, donc ça va passer vers le ventricule à travers le faisceau de His, et donc je vais avoir une dépolarisation synchrone, ce qui donne lieu à quoi? Un QRS qui est fin. Ok? Maintenant, à l'occasion d'une extrasystole ventriculaire ou atriale, hein, peu importe, qu'est-ce qui se passe? La SA, elle arrive au moment où la voie rapide, elle est quoi? Elle est occupée. Et donc, elle est en période réfractaire. Alors que la voie lente, elle chômait jusque-là. Donc, elle va trouver de quoi s'occuper. L'influx va passer dans la voie lente. Le temps d'arriver, il va dépolariser le ventricule. Juste après, il trouve que la voie rapide, elle est sortie de sa période réfractaire. Et comme elle est rapide, donc ça va passer très vite et on aura une dépolarisation atriale qui va se marquer ici, rétrograde, mais très proche, voire dans le QRS, parce que le chemin, il est très court. D'accord? C'est vraiment une histoire de distance hein, dans le phénomène RP' lent, RP' court. Dans une tachy atriale, par exemple, si j'ai une oreillette qui décharge à ce niveau-là, je vais avoir le passage vers le nœud AV, je n'ai pas de dualité nodale, ça va marquer l'onde P' et le QRS, il est assez loin. Dans une voie accessoire qui n'est pas proche du His, donc je ne parle pas des voies accessoires parahaïtiennes, elles peuvent aussi simuler la rime. Donc plus elle est loin, la voie accessoire, plus le P rétrograde va être loin du QRS, parce que ça va prendre du temps avant de dépolariser l'oreillette en rétrograde. C'est clair pour tout le monde? Oui? Alors, souvenez-vous, je vous ai parlé de quelque chose de très important sur ce tracé. C'est laquelle? C'est les ESV. Pourquoi les ESV sont importantes pendant une tachycardie à QRS fin? Oui, parce que ça peut être l'élément déclencheur. Et aussi, qu'est-ce qui se passe sur ce tracé? Est-ce que la tachycardie s'arrête après le ESV ou est-ce qu'elle continue? Elle continue. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi elle ne s'arrête pas? Techniquement, la voie accessoire, donc c'est un élément aussi qui va nous permettre de différencier entre réentrée intranodale et voie accessoire, qui sont toutes les deux des quoi? Des tachycardies jonctionnelles. La voie accessoire, elle vient rapidement, directement du ventricule. Donc, tout ce qui se passe dans le ventricule, il la concerne. Par contre, la réentrée intranodale, elle est indépendante. C'est vraiment dans le nœud auriculo-ventriculaire. Et on dit dans le langage rythmologique que le QRS, il fait partie de la tachycardie dans la voie accessoire et il n'en fait pas partie dans la réentrée intranodale. D'accord? Donc, quand j'ai une ESV qui va arriver, là j'ai une dépolarisation, j'ai une réentrée cette fois-ci qui fait comme ça, à travers la voie accessoire. Dommage, je n'ai pas d'autre couleur, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, quand j'ai l'ESV qui va arriver, elle va me casser le circuit. Parce que le ventricule, il fait partie de la tachycardie. Alors que dans la rime, l'ESV, elle va naître, elle va mourir dans le ventricule. Et le nœud, lui, il continue à bosser. Hein. Il n'est pas concerné par ce qui se passe dans les ventricules. Donc, le fait d'avoir des ESV qui n'arrêtent pas la tachycardie à QRS fin sur un tracé est en faveur de quoi? De la réentrée intranodale.
Bien sûr, parce que tout phénomène qui donne ce qu'on appelle des phénomènes longs courts, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'impulsion qui arrive avant que la période réfractaire de la voie rapide ne soit terminée, peut stimuler l'autre cellule. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils prennent la relève. Heidi, elle prend la relève de Heidi, elle prend la relève. Et c'est plus rapide que le nœud sinusal. C'est comme un petit peu dans les chiens le pôle Nord, pour les petites charrettes là. C'est qui le chien qu'on met devant? C'est le plus fort, le plus rapide. Ou le kholin, ils suivent. Donc c'est pareil. Le nœud sinusal, il est là, il fonctionne. Hein. C'est juste qu'il est masqué parce que la fréquence dans la rime, elle est plus rapide. Donc c'est ça ce qu'on voit sur notre tracé. Il y a une question? C'est bon? Ok. Alors, on a poussé les choses. Non, je suis revenue, pardon. Voilà, on a poussé les choses et on a fait un Holter ECG. On a eu un faisceau d'arguments. On pouvait s'arrêter là, mais quand même, on aime bien être complet. Regardez, il y a un petit phénomène qui se passe ici. Donc là, QRS, PQRS, PQRS, c'est sinusal. Et hop, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'elle est rétrograde? Elle est positive. Elle a le même axe que les autres ondes de P. Donc en général, ce n'est pas rétrograde, c'est plutôt une extrasystole. Tout bêtement, c'est une extrasystole atriale. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un repos compensateur. Oui, ce n'est pas vraiment un repos compensateur, mais ça ressemble. Et juste après, déclenchement de la tachy de la dame. On est toujours chez la même patiente. Alors, ça rappelle quoi ce phénomène-là? Non, c'est plutôt, on appelle ça le jump ou le saut. Ça signifie quoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Extrasystole, elle arrive, celle-là, elle est occupée, donc c'est la voie lente qui va acheminer l'extrasystole. Elle est lente, n'est-ce pas? Donc elle va le faire très lentement. Donc elle met un délai, pas comme l'autre voie où le PR, regardez, les différents. Et ça aussi, c'est pathognomonique de la réentrée intranodale. Analysez bien vos Holters. Et quand je dis analysez bien vos Holters, analysez le début et la fin d'une tachycardie. Ça peut donner beaucoup de renseignements. D'accord? Des fois, c'est trop difficile parce qu'il y a beaucoup de parasitage, on n'arrive pas. Oui, c'est une conduction du P, de l'extrasystole P', donc on va l'appeler, à travers la voie lente. Parce qu'elle est lente, elle fait une conduction plus prolongée. Et juste après, on a la tachycardie, c'est parce que ça y est, la réentrée s'est activée. Qu'est-ce qu'elle n'a pas conduit? Elle a donné le ventricule là. Si, elle était conduite, elle a donné le ventricule. Mais en même temps, elle est remontée, elle a donné une autre oreillette rétrograde et puis la tachy a commencé. Oui, c'est le jump. C'est le jump. Parce que la voie lente, elle est lente. Elle est paresseuse. On n'appelle pas repos compensateur parce que c'est un PR. C'est une conduction. C'est juste qu'elle est lente. Mais si elle a donné celui-là, juste après, c'est celui-là. Et après, on a la tachycardie. Elle a donné un QRS. Oui, c'est très long, parce que la voix, chez la patiente, non, ce n'est pas une pause, c'est un QRS qui fait suite à cette onde P'. Des fois, on le voit mal, hein. Ça c'est caricatural. Hein. Des fois, il faut bien calculer le PR avant et le PR juste avant la tachycardie. Et on va trouver un delta de 20 millisecondes. Donc ça suggère que c'est une voie lente, c'est pas la... C'est le PR, on peut dire ça, oui. C'est le PR de la voie lente, exactement. Ou le P'(R) de la voie lente. Non. Bon, enfin, ce qui est le plus raisonnable et logique, c'est que, puisque c'est une réentrée, c'est que c'est la voie lente qui a conduit et la réentrée, elle a commencé.
du nœud AV. Mais elle est dans la période réfractaire de la voie rapide. On a une deuxième voie. Si par exemple, on n'avait pas la dualité nodale, cette patiente, elle n'avait pas de voie lente, qu'est-ce qui va se passer? L'extrasystole, elle va arriver, elle va trouver la voie rapide, enfin la voie que le patient a excitée, donc elle va pas donner elle va être bloquée. C'est ce qu'on appelle une extrasystole bloquée. Et après, on va voir le rythme sinusal, PR, PR, PR. Mais on n'aura pas de tachycardie. Mais le fait qu'il y ait une tachycardie après un P'(R) lent suggère qu'il s'agisse d'une réentrée intranodale, d'un jam, plutôt que d'une... Si, pareil, parce que la ventriculaire, elle va emprunter en fonction de... Est-ce qu'elle est proche? Parce que quand on a une extrasystole ventriculaire, le cas de cette dame d'ailleurs, elle est infundibulaire. L'infundibulum, il est où? Il est assez haut. Donc il va venir ici. Et il va commencer à ce niveau-là. Donc pareil, il va faire le même trajet. Le plus souvent, c'est les extrasystoles hautes situées. Les ESV basses, elles arrêtent les tachys par voie accessoire. Oui, très bonne question. Donc là, ce que j'ai schématisé, c'est la RIN, slow, fast. C'est la typique. Et c'est là où on ne voit pas l'onde P'. Ou si on la voit, elle est trop proche du QRS, donc on a un delta qui est inférieur à 70 millisecondes. Maintenant, il y a les cas où on a soit une slow, c'est-à-dire et la voie normale, elle est lente, et la voie anormale, elle est lente, donc ce qui va donner un grand délai entre la fin du QRS et le P. Parce que même la remontée, elle va se faire lentement. Donc le P rétrograde, il va se marquer à distance du QRS. D'accord? Et on parle de RIN atypique. Oui, c'est les plus rares. Les plus fréquents, c'est les slow fast. Oui, le RP' va être lent, supérieur à 70 millisecondes ou 90 millisecondes. Il y a deux écoles maintenant. Tu as un rythme qui est quand même supérieur à 100 battements par minute. Donc non, tu ne vas pas te tromper et penser au BAV. D'accord? Bien. Donc là, pareil, même sur le holter, il y a eu l'extrasystole qui n'a pas arrêté la tachy. Et après, bon, voilà, on l'a acheminé au bloc et on a ablaté cette voie nodale duale, lente. Et la patiente depuis, elle est asymptomatique. Hein. Par contre, il faut être vigilant, hein, parce que c'est une zone où on a le nœud. Donc, quand on ablate, il faut faire très attention aux paramètres électrocardiographiques, enfin EGM, pour ne pas toucher la bonne voie et créer des blocs auriculo-ventriculaires iatrogènes. D'accord? Alors, là, c'est un adolescent qui n'a pas de cardiopathie, mais qui fait des palpitations. Qu'est-ce que vous voyez sur le tracé? Un tracé qui est régulier en dehors de l'extrasystole. Oui, vous pouvez passer au tableau. Oui. Ablation. Bien sûr. Non, mais elle n'était pas en crise, la dame, elle est venue avec de la FA. C'est juste à l'occasion du holter qu'on a retrouvé après, qu'on a pu confirmer le diagnostic. Il faisait des crises. Donc ça déchargeait, ça s'arrêtait, ça déchargeait, ça s'arrêtait. Et elle était très symptomatique. C'est suffisant pour indiquer l'ablation. Traitement médical d'initiation? Non. Franchement, dans la voie accessoire, la réentrée intranodale, il ne faut pas perdre le temps, son temps ni le temps du patient. Pareil pour le flotteur. C'est des ablations qui sont aujourd'hui très codifiées, avec des paramètres très bons et des résultats très bons. Et le taux de complication, il est inférieur à 0,2%. Très bien, bonne question. Alors maintenant, c'est la conduite, c'est un autre topo, ça. C'est la conduite devant une tachycardie à QRS fin, mal tolérée au cabinet. Donc, les signes de mauvaise tolérance, en général, dans la RIN, ce n'est pas l'état hémodynamique. Hein. C'est plutôt les symptômes, c'est des patients qui économent fenêtre et tout, on le sait bien, d'accord? Parce que ça n'agit pas vraiment sur la pression artérielle. Mais c'est très désagréable, hein, c'est vraiment très désagréable, il faut les croire. Du coup, on a des possibilités pour agir et arrêter la tachy immédiatement.
Puisque ça tourne dans le nœud auriculo-ventriculaire, l'idéal serait de faire quoi? Les manœuvres vagales. Pourquoi? Parce que c'est des sympatholytiques, donc ça agit directement sur le nœud auriculo-ventriculaire. Mais il faut bien les faire, ces manœuvres. Hein. On ne les fait pas bien, malheureusement. Je pense que j'ai... Alors, attendez. C'est quoi? Escape. Arrêtez. Je vais vous montrer une petite vidéo sympa des manœuvres vagales. Elle est là. Donc même les recommandations, d'ailleurs, hein, nous on fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait souffler le patient ou là on fait le massage. Dans pratiquement 80% des cas, ça ne marche pas. Mais si on applique comme ça fonctionne. Hein? Non, ça il faut plus toucher les yeux. Ah oui, il faut plus toucher les yeux. Même pour le massage, là, il faut bien ausculter le patient ou passer sa sonde vite fait pour éliminer une sténose. Donc voilà, il faut toujours faire un lever des jambes juste après le Valsalva. Voilà, ça donne ça. Et hop. C'est important de bien faire la manœuvre vagale si on veut qu'elle réussisse. Hein. Regardez. Et voilà. Ça se réduit. Vous voyez? Donc ça, c'est parce qu'on n'a pas de striadine au Maroc. Hein. Sinon, si on aurait de la dénousine, ça serait parfait. Hein. Ça, c'est très efficace. Oui, 16, le plus long possible. Et après, plus il est en apnée, en compression, mieux c'est. Plus tu vas déprimer le nœud auriculo-ventriculaire. On a une seringue, une bonne seringue, 20 cc, parce que il souffle dessus. Oui, pour repousser le piston. Ah oui, parce qu'il y en a qui font mal. Hein. C'est difficile de faire le Valsalva quand on ne connaît pas. Donc ils font mal, ils laissent échapper l'air, tu n'as pas de Valsalva. Alors que Hakdek, tu es sûr qu'il a vraiment bien poussé. Et après, tu soulèves les... Pareil pour le massage. Alors, le massage, il faut repérer la carotide. Ah non, en position allongée. En position allongée, repérer la carotide, bien sûr, après avoir éliminé la plaque, et commencer pendant 20 secondes. Il faut bien comprimer pendant 20 secondes. Et c'est après qu'on peut espérer un résultat. Après, si ça ne marche pas sur un côté, on passe au deuxième côté. Mais voilà, sinon, il y a les glaçons aussi. Hein. Moi, j'en ai eu des patients, ça a fonctionné, des patientes surtout, ça a fonctionné chez elles, oui. Ingérer des glaçons comme ça très très vite, ça, c'est l'équivalent du Valsalva. Ça donne des fois des résultats. Après, si rien ne marche, bah, essayez un peu de bêta-bloquant. Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va marcher. Non, le choc à faible dose, il est recommandé dans le flotteur et pas dans la réentrée intranodale. Non, vaut mieux éviter. Franchement, la cordarone, on se roue sur la cordarone à chaque fois qu'on a une tachycardie. Il faut vraiment arrêter avec cette pratique. Les réanimateurs adorent la cordarone, mais ça crée plus de problèmes qu'il en règle. Oui, tu peux. Flécaïne, c'est surtout la voie accessoire. Bah, il faut vraiment passer par tout le reste. Si vraiment ça ne marche pas, oui, bon, on peut. Après, on peut attendre le temps que ça passe, tant que la patiente elle a une bonne hémodynamique. Lui épargner les effets secondaires de la cordarone, moi je préfère plutôt ça. Après, elle va dire, oh, le docteur ne m'a rien fait. Mais voilà, c'est sans choisir la patiente, on doit se choisir soi-même. Alors oui, non. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus... Je pense qu'il y a des gens ici à Gadir qui font de l'arythmo, non? Bah oui, hein. Il faut programmer. Il y a des gens, moi j'ai eu des gens, j'ai une tata, franchement les gens font le chemin quand il s'agit de se faire traiter. Donc, non, il y a des gens qui se déplacent, moi, vraiment. Il faut juste être persuasif.
Après, si nous-mêmes, on n'arrive pas à bien transmettre le message, on est fatigué fin de journée, bon voilà, tu arrives, machin, j'ai pas envie de faire trop l'effort. Oui, mais bon, franchement, si on pousse les choses, les patients, ils font ce qu'il faut. Hein. Donc là, on revient à ce tracé. Oui, tu voulais passer au tableau. Ils vont nous tuer de l'autre côté. Hein. Il faut partir à la plénière, je pense. Alors voilà, ici, il y a la mythologie, un rythme régulier. Oui. Il est en train de faire extra-système. On a les deux tracés. Si on mesure la BRR, on prend la tête sur le multiple. Oui. Très bien. Donc, c'est sinusal, on va dire. C'est plus la régularité qui va nous importer dans cette première partie. Ok. Oui. Ah, donc, ouais, qu'est-ce qui se passe par la suite? Très bien. Oui. Oui. Alors, voilà quelqu'un qui a l'œil. Hein. Ce n'est pas des extrasystoles, justement. Elle est où, ton onde P? Elle est juste avant le QRS. Et dans l'extrasystole ventriculaire, il est où le P? C'est après. Donc, c'est un vrai rythme sinusal. Hein. Il n'y a pas d'extrasystole ventriculaire. Et il y a quoi? Il y a une onde delta. Donc, tu as quoi? Tu as de la préexcitation. C'est très visible. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette préexcitation? Est-ce qu'elle est là tout le temps? Non, elle est intermittente. Ce tracé, je le montre principalement pour vous dire qu'une voie accessoire, elle peut venir, elle peut partir. Donc, il faut chercher, il faut la guetter. D'accord? Donc là, regardez, sur le même tracé, le même temps, elle est intermittente. Et après, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. C'est une tachycardie cardiaque, URS régulière. Est-ce qu'on voit les ondes P'? Je regarde avec vous. Hein. Est-ce qu'on voit les ondes P? Il y a une onde P au début, très bien. Celle-là, elle dit. Qu'est-ce qui se passe juste après? Hein? Qu'est-ce qu'il a, le père? Il est long. C'est quoi? C'est un père normal. Est-ce qu'il est comme celui-là? Un petit peu plus lent que celui-là. Un peu plus lent. Et c'est une onde P'. Elle ne ressemble pas à l'onde P sinusale, on est bien d'accord. Donc c'est une extrasystole. Donc on a quoi? Non, mais on va juste décrire ça. C'est quoi ça? C'est un... Très bien, on a un jump. Parfait, voilà. On va aller dans la description. Oui, mais c'est un jump. C'est un jump court, lent. C'est pas ça la question. Alors, et juste après, il y a une tachy à QRS fin. Moi, je vois quand même les ondes P' au sommet des ondes T. Parce que si je compare les ondes T ici, elles sont différentes des ondes T ici. Vous êtes d'accord ou pas? C'est très important de regarder l'onde T. Hein. Les ondes P ou les ondes P' déforment l'onde T. Et quand l'onde T elle est déformée, c'est que l'onde P elle tombe dessus. Oui, elle est déformée, peu importe. Elle ne ressemble pas à l'onde P sinusale. D'accord? Donc, ERP' ici, il est long. Donc, on a un jump. On a RP' qui est long. On a quand même des ondes delta. Il faut être un petit peu uniciste. Quoique. Très bien. Donc, c'est une réentrée par voie accessoire. Le jump, il peut exister dans la voie accessoire parce que, pareil, il doit faire le chemin. L'extrasystole, elle arrive là. Elle doit faire le chemin
quand elle est principalement, par exemple, j'ai une voie accessoire qui est gauche et l'extrasystole, elle vient de la droite, elle peut faire aussi le chemin. Donc, je peux avoir un jump. Ça n'exclut pas la voie accessoire, d'autant plus que juste avant, j'ai quand même une préexcitation. Donc, je vais être uniciste. C'est plutôt une voie accessoire qu'une réentrée intranodale, plus le RP' qui est assez long. Donc, encore, oui. 70 millisecondes pour exclure la réentrée intranodale slow fast, donc la typique, plus de 70 à 90 millisecondes pour tout le reste. La slow, la voie accessoire, la tachyatriale. Et après, par ordre, à chaque fois, c'est l'ordre qui change. Mais sachez que tout le temps, c'est les 3 diagnostics qui sortent. D'accord? Tout le temps, c'est les 3 qui sortent. C'est juste qu'il y a l'une qui devient plus plus probable que l'autre. C'est pas l'aspect de bloc de branche, c'est la préexcitation. Ça. Non, c'est juste qu'elle est très perméable. Oui, elle est très perméable. Mais non, le degré de perméabilité n'est pas synonyme d'une période réfractaire courte. D'accord? Je peux avoir des voies qu'on ne voit pas du tout sur le CG, mais qui sont très menaçantes parce qu'elles ont des périodes réfractaires très courtes. Donc l'un n'exclut pas l'autre et ce n'est pas systématique. Parce que tu as la dépolarisation. Donc regarde, la dépolarisation, quand tu es en sinusale, tu as un influx qui vient ici. Donc tu as l'onde P. Et après, cette voie, elle conduit pratiquement tout ça. Donc tu vas avoir la première dépolarisation, parce qu'elle est plus rapide que le nœud AV, qui va être très large. Et la fusion de ce qui arrive à travers le nœud va continuer. Et donc ça te donne ça. D'accord? Il y a des voies accessoires qui sont perméables juste un petit chouïa, d'autres beaucoup plus, d'autres très perméables. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre perméabilité et période réfractaire. Pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est joli. Allez, qui va interpréter? Oui, vas-y. Celle-là. Oui. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Je répète ce qu'elle... Alors, la période rétrograde, c'est où pour toi? Après la fin de l'onde T. La voilà, elle est bien là. Là, tout ça, c'est l'onde P rétrograde. Elle est vraiment bien loin du QRS. Et ça, c'est un rythme sinusal. Regardez l'onde T, comment elle est là. Hop, elle se déforme à sa fin, pas à son début. Donc l'onde P', c'est vraiment la terminale. Oui? Donc j'ai un retour en rythme sinusal, puis un autre passage en tachycardie, la même qui était au début. Hein. Parce qu'il y a des malades qui ont ce qu'on appelle les bitachycardies. Ce n'est pas parce qu'ils ont une voie accessoire qu'ils ne peuvent pas avoir une réentrée intranodale ou qu'ils ne peuvent pas avoir une tachycardie atriale. On peut, sur des tracés, voir 2 types de tachycardie. Des fois, des tachys supra avec les tachys ventriculaires, donc qui s'altèrent. C'est possible aussi. Mais là, la deuxième partie du tracé, elle est identique à la première partie, donc c'est la même tachycardie. Ça suggère quoi? Une voie accessoire. Parce que l'ESV, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté la tachycardie. C'est vrai, c'était rapide sur un seul complexe. Oui, ou 2.
Le deuxième aussi, c'est plutôt P', hein, je dirais. Ça ne ressemble pas trop à la première. Et puis, parce que le RP', il est lent, et c'est ce qu'on appelle chez un adolescent, donc c'est souvent des jeunes, donc des enfants ou des adolescents, la tachycardie de Koumel, d'accord? Ou les PGRT. C'est des tachycardies incessantes. Ces enfants qui continuent à faire des cycles longs, des cycles courts, et ils font des tachys qui s'arrêtent et puis qui reprennent, qui s'arrêtent et puis qui reprennent. Et il faut vraiment les traiter parce que sinon, ils font de l'insuffisance cardiaque après. L'acronyme, j'ai jamais cherché, c'est Koumel, PGRT. Ça doit être junctional quelque chose, rétrograde, tachycardia, et puis, je sais pas, j'ai jamais cherché. Oui, 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 mais elle a arrêté. Oui, tout à fait. Bah, depuis R, le début, là par exemple, je vais mettre ma règle ici, bah, jusqu'à l'onde de P, là où je la vois, ici. Et si vous voulez mieux voir et pour pouvoir mesurer, étalez vos ECG, mettez-vous à des vitesses à 50, à 100, voilà. Merci, permanent, parce que ça ne s'arrête pas, réciproque. Oui, ça renseigne ici, voilà, je suis plus face à une tachy atriale, plus face à une voie accessoire, ou plus face à une réentrée intranodale. Parce que plus c'est court, plus ça veut dire le chemin est très court, donc je suis très probablement dans la réentrée intranodale. Voie accessoire, c'est que la voie accessoire, elle est loin de... Oui, c'est ça. L'anneau, hein, on parle de l'anneau, c'est pas dans le ventricule. Les voies accessoires, elles sont dans l'anneau, sur l'anneau, la jonction. Et elles connectent l'oreillette au ventricule. Il y en a quelques faisceaux accessoires différents qui connectent directement l'oreillette au ventricule. Mais le plus souvent, c'est au niveau des anneaux, l'anneau mitral ou l'anneau tricuspide. C'est là où siègent les voies accessoires. Non, ça peut. Pourquoi ? Elle fait toujours partie du ventricule. C'est toujours le circuit AV, AV, AV. Alors que dans la rime, c'est A, NE, V. D'accord ? On peut passer ? Ou la baraka ? Alors ici. Oui. Là, j'ai pas de problème, je suis là pour... Alors, ici, on a monsieur, c'est un monsieur que j'aimais bien, donc mon KM, voilà, les initiales, qui a été ponté, chez qui on a mis en place un défibrillateur avec option resynchronisation. Et en 2020, il est venu pour son contrôle de DAI. Je trouve que sur le tracé de mon programmateur, j'ai une tachycardie en 1 pour 1, donc supraventriculaire. 1 pour 1, donc ça suggère soit la TA, soit le flotteur, soit la réentrée intranodale, toutes les tachycardies qui peuvent conduire de l'oreillette et le ventricule en 1 pour 1. D'accord ? Donc on a fait le tracé ECG. Enfin, ça, c'était la suggestion de la résidente. Elle a fait son tracé, elle est venue me voir, elle me dit, voilà, madame, il a ça. On fait quoi ? Dites-moi. C'est un ECG de surface, tout à fait. Donc, on va l'interpréter. Est-ce qu'on a une tachycardie ? Oui, non ? Non. Très bien, on voit les spikes de stimulation. Ils sont là, devant chaque QRS. Et il y en a en double parce que c'est un malade qui a été resynchronisé. Donc, je vois le spike VD, le spike VG. OK ? Elle est où l'oreillette ? Bon, la fréquence cardiaque, elle est autour de combien ? Regardez. Autour de 100 battements par minute. Très bien. Et elles sont où les oreillettes ? En bas, c'est lesquelles ? Vas-y, montre-moi les ondes. Oui, ça c'est l'onde P. Oui.
Oui, donc c'est reproductible, on est bien d'accord. Vous êtes tous d'accord, c'est les ondes de P? Allez, non. Là, tu as raison. Oui, il a un triple chambre. Oui. Donc ça veut dire qu'il était sinusal. Mais il a fait une tachycardie supraventriculaire, même si on voit les QRS relativement larges. Oui, tout à fait. Alors, quand on dit triple chambre, c'est principalement la stimulation biventriculaire. Je peux avoir une stimulation biventriculaire chez un patient qui est en EFA, mais en mettant en place que les deux sondes, ventricule gauche et ventricule droit, je ne mets pas l'atrial. Mais c'est une resynchronisation aussi. D'accord? Donc la stimulation le plus appropriée comme terme, c'est la stimulation biventriculaire, plutôt que triple chambre, parce que l'oreillette, ça dépend de mon activité atriale initiale, si je l'avais pas ou pas. Bah là, effectivement, les QRS étaient un peu larges, 152 millisecondes, mais il faut dire que le départ, on était à 200, hein, on a gagné pratiquement 252, donc 48 millisecondes, ce qui est bien. Et le patient, d'ailleurs, il a eu un changement spectaculaire après l'implantation. Oui, oui, mais quand tu mets les deux, c'est pour raccourcir. Donc là, c'est beaucoup moins large que ce qu'il avait le patient à la base. Mais on a encore fait des programmations et on a raccourci plus ces QRS. Parce qu'on peut le faire. On ne voit pas les spikes auriculaires. Pourquoi on ne voit pas les spikes auriculaires? C'est une très bonne remarque. Quand est-ce qu'on est censé voir les spikes des oreillettes? Parce que ce patient, il a une sonde dans l'oreillette, je vous le dis. La sonde, elle est dans l'oreillette. Très bien. Voilà, donc c'est-à-dire, moi quand je programme mon pacemaker ou défibrillateur, peu importe, je programme avec une fréquence minimale, qui est de 60 battements par minute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le patient il est au-dessus de 60, ça ne stimule pas. Il observe, il ne fait rien. Quand ça passe au-dessous, c'est là où il va envoyer ce spike et il va stimuler. D'accord? Donc maintenant, le patient, puisqu'on ne voit pas de spike, c'est que les oreillettes, elles sont au-dessus de 60 battements par minute. Très bien. Ça l'a bien vu. Là, il y a des ondes de P. Là, là, et ça se répète. Sauf que moi, je dirais qu'il n'y en a pas qu'une onde de P. Donc, si on regarde bien, de plus près, hein, si vous voulez, là, il y a une onde de P'. Là, c'est la même. Encore là. Et là. Et si je prends mon petit bout de feuille et je marque, je vais trouver que c'est la même distance. Donc, ça veut dire j'ai une activité atriale qui est rapide. Et il y a un grand carreau. Donc, on est à 300 battements par minute dans l'oreillette. Et de façon régulière. C'est quoi la tachycardie atriale régulière à 300 battements par minute? Le flotteur. Donc, dans l'oreillette, le flotteur, il est à 300. Il n'est pas à moins. C'est juste au niveau des ventricules que la fréquence, elle va changer en fonction de quoi? On a dit, c'est le nœud. Le nœud pour protéger les ventricules. Donc, soit il va faire passer les 2, et donc ça va donner 150, soit il va en passer 3, et ça va donner 100. Le cas de notre patient. Comment encore je peux savoir que c'est un flotteur et pas une tachy atriale? Parce que ça peut être une tachy atriale. Je ne peux pas encore l'exclure. Parce que c'est une tachycardie supraventriculaire. J'ai des QRS larges parce que j'ai de la stimulation. Elle est régulière. Mais qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme information pour dire que je suis dans l'ATA ou dans le flotteur? Très bien. Donc les ondes, les fameuses ondes F ou ondes de Si ou toit d'usine, où est-ce que je dois les chercher? Il y a V1, donc D2 et donc l'inférieur. Regardez toujours l'inférieur et V1. V1, il va vous orienter le sens à travers lequel il passe le flotteur, horaire ou anti-horaire. Et l'inférieur, la présence d'un pattern typique. Regardez, est-ce que c'est un toit d'usine ou pas? Voilà. Donc on l'a quand même. Hein. C'est typique. Donc ça veut dire que c'est un flotteur typique. Alors le terme flotteur, ça veut dire quoi? Flotteur. C'est quoi flotteur? Fluttering, c'est butterfly, c'est le papillon.
d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu ce nom. Alors, les tachycardies supraventriculaires sont déterminées par le circuit qu'ils adoptent. Et on parle de micro-réentrée ou macro-réentrée. Et le flotteur, c'est une macro-réentrée. C'est-à-dire qu'il fait vraiment un grand tour quelque part. Ce quelque part peut être à gauche, à droite ou à gauche. D'accord? Ce qu'on appelle le flotteur typique, il est à droite, mais pas n'importe où. Très bien. Non, c'est pas la crista terminalis, c'est atypique ça. Ça c'est bon, j'ai mal dessiné. On va mettre. Bon, c'est pas comme ça. Allez, je vais faire un joli dessin. Donc ça c'est l'oreillette. Il y a la veine cave inférieure. Yek. Et puis il y a la valve tricuspide. Ça c'est le septum. OD. Et c'est cette zone-là qui nous intéresse dans le flotteur typique, qui représente pratiquement 90% des flotteurs. D'accord? Donc, à chaque fois que je vois le pattern comme ça, dans l'inférieur, j'ai des dents de scie, et à droite, c'est-à-dire en V1, j'ai des pics, parce que ça ressemble à des pics. La dent de scie, elle est un petit peu moins prononcée, mais c'est les pics qui m'intéressent, leur sens positif ou leur sens négatif. Je sais que ça tourne à ce niveau-là. Donc la macro-réentrée, elle tourne dans l'oreille droite à travers cet isthme cavo-tricuspidien. D'accord? Ça peut être dans le sens horaire ou anti-horaire. V1, c'est à droite. Donc soit l'influx, il va fuir V1, donc c'est anti-horaire, donc ça va être positif, va s'approcher, pardon, donc ça va être positif, soit c'est le contraire, les P' vont être négatives en inférieur, donc ça fuit, c'est plutôt horaire. D'accord? Mais ça c'est un détail. Le plus important, c'est que c'est un flotteur typique. Donc quand est-ce qu'il est atypique? Donc tout le reste, ça reste atypique. Ça peut être droit aussi, mais atypique autour d'une cicatrice d'atriotomie. Le patient, il a fait un patch parce qu'il a fait un problème. Et donc là où le flotteur, il va tourner autour de la cicatrice. Ça peut être au niveau de la crista terminalis. Ici, il y a une structure anatomique où il y a un ralentissement du flux. Et donc, ça peut créer une macro-réentrée autour de la crista terminalis. Donc, mais ça reste atypique. Ça veut dire quoi atypique en soi, en fait? C'est sur le plan électrophysiologique. Quand moi j'ai un flotteur typique, je sais que c'est ça le siège, je n'ai pas besoin de carte 3-dimensionnelle. Je peux y aller juste par la scopie conventionnelle à droite et je fais mon ablation, ce n'est pas coûteux et ça règle le problème une fois pour toutes. Par contre, quand c'est des flotteurs atypiques, qu'ils soient à droite ou à gauche, je ne peux pas y aller à l'aveugle, il me faut quand même du matériel plus onéreux. Donc il faut le système de mapping pour aller voir de la zone d'intérêt et aller la bloquer. D'accord? Donc voilà, c'était un joli flotteur chez Spation. On l'a ablaté d'ailleurs lui aussi. Et ça donne ça l'ablation du flotteur. Donc ça c'est l'oreillette droite. Et ça c'est ça l'isthme cavotrique. La sonde elle rentre à l'intérieur et c'est ça ce qu'on fait avec. Oui, par radiofréquence. Oui, le flotteur, c'est par radiofréquence. En général, on ne fait pas de cryo. C'est une structure anatomique. C'est la zone entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide. Il y a des cellules à conduction lente qui entraînent la pérennisation de ce circuit. Donc, je les arrête, je les ablate et le circuit se régénère. Non, très très bonne question. L'ablation, effectivement, elle peut créer de l'arythmie, mais quand elle est mal faite. Quand on fait l'ablation, on va d'une zone neutre à une autre zone neutre pour ne pas créer une nouvelle arythmie. Mais bien sûr, si je fais des points n'importe comment, je risque de créer un nouveau circuit. Non, ça c'est... Non, c'est l'HTA, c'est le diabète... C'est multifactoriel, non, pas du tout.
Parce que déjà, la sonde, elle est vraiment loin. Tu viens par en haut, c'est la 20 cave sup, c'est même pas la 20 cave inf. Mais non, non, pas du tout. Des règlements pour un défibrillateur plutôt que c'est dangereux lorsque les paramètres du DEF sont mal réglés. Parce que le DEF, en fait, c'est comme un ordinateur. Il est plein d'algorithmes. Ces algorithmes, il analyse le type de tachycardie et il se dit, ah bah tiens, ça c'est de la TV, je vais choquer ou je vais donner de la thérapie anti-tachycardique. Ça c'est de la TSV, non, je vais juste changer le mode. On parle de commutation de mode. Le temps de soit l'avorter, soit de la ralentir et après il reprend sa fonction de base. Donc tout ça c'est intégré dans le... On peut le faire nous-mêmes, mais la programmation, non, elle cible que la TV, parce que les chocs, quand même, ils ne sont pas dénudés de mortalité. Oui. Sur le CG, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Si tu n'as pas le toit d'usine en inférieur et V1 avec onde P positive ou négative, ce n'est pas typique. Tu peux avoir des dents de scie n'importe lesquelles, mais ce n'est pas typique. C'est un flotteur, oui, mais ça se trouve ailleurs, il faut aller le mapper. Toit d'usine, c'est ça. Il faut avoir le pattern du flotteur typique. Oui, oui, parce que V1, donc ça capte. La dépolarisation, c'est ça. Oui, c'est difficile de faire la différence entre flotteur atypique et tachyatrial, entre flotteur atypique et FA à grosse maille. Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin du mapping. Quand on fait l'exploration, déjà, quand la sonde du sinus coronaire, ça se base dans l'activité si elle est anarchique ou pas. Dans la FA, l'activité est complètement anarchique. Quand j'ai une diapo comme ça, je pense que je l'ai ici. Ouais, là, voilà. Voilà, ça va faire un peu de musique. Hein. Moi, j'assimile la FA à ça. Hein. C'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Et, alors que les autres TSV, c'est vraiment bien codifié. C'est des pas bien réglementés, d'accord? Et après, sur le tracé, ça donne ça. Attends, pardon, voilà. On va couper le son. Non, j'arrive pas. Donc, sur le sinus coronaire, c'est ça la sonde du sinus coronaire. Je sais comment c'est très anarchique dans la FA. Alors que dans une autre tachycardie supraventriculaire, c'est régulier. Donc ça me donne déjà une idée sur mon approche. Voilà. Hop. Tac. Ça, on a vu. Zidou, la baraka. Alors. Allez, tac. Oui, ça va venir. Donc ça, c'est un petit enfant de 10 ans. Il a fait une syncope en faisant son vélo et quand il est arrivé, on a fait le CG, ça donne ça. Quelqu'un peut... Ça y est, ils veulent qu'on termine. Les ordres viennent dans OIEC. Il y a que si Mohamed. D'accord. Ça va me créer des problèmes avec ce Oui? On voit l'onde de P, oui. Où ça? Tu peux nous montrer? L'onde P, oui, très bien. C'est bien ça. On a dit on la reconnaît sinusale à travers quoi? Ça? Positivité en D1, D2, négativité en AVR. Très bien. Ok, donc pourquoi il est tombé ce petit? Il a des ondes T négatives, oui. Les ondes P, où ça? Non, moi je la vois positive. Elle est vraiment positive. Hein. Là, elle est positive en D1, et elle est positive en D2 aussi. Et il a un petit sous-décalage et il a un QT long, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Regardez bien. Ouais, disons, pourquoi il recevrait de la Digo? Il n'y a pas de raison.
Donc, c'est un QT long, hein. À 10 ans, regardez, 10 ans, syncope, je vois ça, il ne faut pas rater le diagnostic de QT long. C'est important. Et regardez ce qu'il a fait juste après. Oui? Dites-moi. Il fait des petites salvettes et après, il a fait vraiment de beaux épisodes de TV5 Passion qu'on a dû endormir parce que malheureusement, à l'époque, c'était la fermeture des frontières. On n'a pas pu avoir le matériel nécessaire pour faire une ablation d'orage rythmique, quoique ça reste une indication très complexe. Et le problème dans ce cas de figure, c'est que même les drogues d'anesthésie, il faut être très vigilant dans la liste parce qu'il y en a qui aggravent l'allongement du QT. Donc, c'est des cas très délicats. Et bien sûr, il ne faut pas oublier quoi? Bêta-bloqueur, QT3, l'exilétine, c'est pour le QT3, et l'enquête familiale. Hein. Dès qu'on a un cas témoin, faire le test génétique et le cas familial. Donc, l'enquête familiale, oui. Ah, très bonne question. Alors, Bazette. C'est sur Bazette qu'on s'est basé pour mettre les critères. Donc, il faut le faire. Et pour Bazette, il faut toujours essayer au maximum d'avoir une fréquence autour de 60. C'est là où elle est la plus valide. Comment faire? C'est le Holter. Le Holter ECG, on cherche le moment où le patient il passe à 60 battements par minute. Et on fait la mesure. Oui, c'est là où elle est vraiment reproductible. On peut faire le passage en position debout, rapide, et on attend 1 minute après, on lance l'enregistrement du tracé. Techniquement, quand on se lève, il y a de la tachy réactionnelle. Et avec la tachycardie, le QT, il est censé se raccourcir. Par contre, quand on a la mutation génétique, ça s'allonge. Et c'est là où on peut faire le diagnostic. Stress mental aussi, on peut parler de choses qui stressent l'enfant ou le parent, ça dépend du patient. 1 minute, oui. Il y a des études qui ont été faites jusqu'à 7 minutes. Déjà, initialement, on fait le CG en position allongée chez tout le monde. Mais quand je suspecte ou là, c'est un parent, il vient dans le cadre du dépistage familial, si je n'ai pas d'emblée le QT long, je fais passer le patient rapidement en position debout et je refais le tracé. Je le laisse brancher, je vais juste imprimer. Debout. Là. Là, les debout. On prend le... Oui. Ah non, parce qu'il y a des QT normaux. Quand on les corrige, ils s'allongent. Non, toujours corriger. Chez lui, c'est une mutation génétique, hein, c'est primitive. C'est la canalopathie, c'était pas secondaire, ça, le petit. Il a fait son vélo, il était déshydraté. Donc voilà, ça a déclenché la petite torsade de pointe. On n'a pas pu tomber. Faire toujours les choses en douce. Ah, c'est une très bonne remarque parce que déjà l'athlète en lui-même, un athlète X, il allonge son QT parce qu'il y a des modifications moléculaires des canaux ioniques chez eux, suite à leur entraînement. Donc là, quand il y a une suspicion du QT chez le sportif, il faut d'abord arrêter toute activité jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic. Il y a imma on l'infirme, il y a imma on le confirme. Et à ce moment-là, on va voir avec lui ce qui est autorisé de ce qui n'est pas. Et toujours bien bêta-bloquer le patient. Fréquence cardiaque au repos 60, ça, il faut l'atteindre. Donc, on augmente les doses des bêta-bloquants jusqu'à l'atteinte. Au début, il faut savoir qu'il y a des patients qui sont mal répondeurs, c'est-à-dire, je peux le mettre sous propranolol, il ne répond pas. Je vérifie d'abord si je gagne 40 millisecondes. Je commence le traitement au long cours. Si le patient ne raccourcit pas son QRS, sous mexilétine par exemple, ou là, le propranolol, je ne prescris pas en long cours. Je change de molécule. De toute façon, le choix, il n'est pas énorme. Hein. On a nadolol, propranolol et mexilétine. Sinon, il y a les dénervations. Oui, il faut les hypomagnésémies, ils peuvent aggraver la torsade et tout. L'hypokaliémie, la déshydratation, la fièvre, les médicaments qui allongent le QT, tout ça, il faut vraiment lutter contre.
Ah non, parce qu'on n'est pas en mode diapo. Bah, je pense qu'on va faire un dernier cas pour libérer. Oh, c'est celui-là, voilà. Hop. Alors, c'est un bébé de 4 jours et qui syncope. Pourquoi, à votre avis? C'est pas son tracé. Là, il faut savoir que la bradycardie, elle peut favoriser l'équité. Mais bon, en général, c'est réversible après le. Est-ce que c'est un BAV complet? Qui dit oui, qui dit non? Pourquoi? On appelle ça la dissociation, oui. Très bien. Ouais. Donc, alors là, regarde. C'est un PR qui est quand même, c'est un PQRS, P, PQRS, P, PQRS, P. Donc, ce n'est pas une dissociation complète. Yes. C'est un 2 pour 1 chez un nourrisson de 4 mois, de 4 jours, qui a fait de la syncope. Les QRS sont fins, oui, mais regardez la fréquence cardiaque, elle est inférieure à 55 battements par minute. Il faut l'appareiller. Sinon, il va mourir ce petit. Il faut vraiment l'appareiller. Parce qu'un nourrisson à cet âge, il doit être au moins à 160, 170 battements par minute. Où ça? Fini, je ne sais pas de quoi on parle. Hadi, l'allongement de l'QT. Bon, le QT, il finit ici. Et Hadi, c'est la petite déflexion de l'onde U. Alors, le QT, il finit là. Et l'allongement du QT, il est décrit dans les bradies sévères. Oui. Non. Il y a l'indication à sauver le nourrisson. Ah, sa cardiopathie, bon, je sais pas. Moi, j'ai trouvé le tracé. Ah, et peut-être qu'il a une cardiopathie congénitale sous-jacente. On nous a juste envoyé le tracé comme ça. Ou elle a les anticorps aussi. Peut-être c'est un BAV congénital, mais il ne faut pas l'accepter parce qu'il a fait sa syncope. Il est très long pour... oui, exactement. Voilà, je vous remercie. Réitère nos remerciements, professeur Ben Sahi.